à toutes et à tous, vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est tous les lundis de 17h30 à 19h, votre émission sur les cultures et les artistes nés ou originaires des pays d'Europe centrale et orientale. Bonjour Nelly. Bonjour Jérôme, bonjour à tous et à toutes. On retrouve en plateau notre chroniqueuse préférée Gabrielle d'Antoine. Bonjour à tous. Bonjour Gabrielle, tu vas nous parler musique. Dans quel pays est-ce que tu nous emmènes ? Beaucoup de Slovaquie cette semaine, mais aussi la Pologne et la Serbie. Pologne et Serbie. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme la joueuse de basket ukrainienne Tetiana Nanirova, double championne olympique aux Jeux de Montréal 1976 et de Moscou 1980, mais aussi le gymnaste allemand Holger Berendt, champion olympique aux anneaux aux Jeux de Séoul 1988, le basketteur monténégrin Mladen Šikularak ou encore le basketteur croate Luka Andrić. Une pensée à Pierre Tchernia, monsieur cinéma, qui était né un 29 janvier, tout comme Anton Tchekhov. On parlera aussi cinéma avec Markéta Odouchkova, directrice du Tchékin Film Festival, cofondatrice du Kino Visegrad. On s'intéressera à la place du cinéma d'Europe centrale et orientale dans les pays occidentaux. Bonjour Markéta Odouchkova. Bonjour. Il vit et travaille à Paris, il est bulgare, il est réalisateur. On parlera avec lui de son dernier film, Embrasse-moi. Bonjour Christo Todorov. Bonjour. Bienvenue plus près du micro. Bienvenue sur Armada. Et bien sûr, on a qui dit une nouvelle émission, qui dit une nouvelle rubrique, puisqu'on vous donnera les prévisions météo du week-end. Une nouvelle rubrique, voilà, le week-end sur l'Europe centrale et orientale. Oui, si vous partiez le week-end prochain, ça peut toujours servir. Cinéma, interview, météo, poésie, tout un programme pour ce 3e numéro de Bienvenue à l'Est. Pour l'instant sur Armada, place à l'interview avec Markéta Odouchkova. Dans les années 2000, j'ai travaillé à Prague, pour le festival de cinéma français qui était organisé par Unifrance. Et quand je suis venue à Paris, quand je me suis mariée, je travaillais pour un programme européen qui a intégrer les pays d'Europe centrale, les Baltes et les Balkans dans le programme Média dans l'Union européenne. Et c'est là où je m'étais rendu compte que nos films, les films de cette partie de l'Europe, n'existaient pas sur le marché français. On ne voyait pas ces films dans les cinémas ni en télévision. Personne ne connaissait. Et puis, à l'occasion de la toute première présidence de la République tchèque de l'Union européenne, parce que vous savez que l'Union européenne est présidée tous les 6 mois, ça change de pays. Tous les 6 mois, ça change. Et les Tchèques suivent toujours les Français. C'est toujours 6 mois les Français. Après, ça passe aux Tchèques. Et donc, dans mon travail, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les personnes du ministère de la Culture tchèque et je leur ai proposé, parce que j'ai eu cette expérience de festival français à Prague, de faire justement un chassé-croisé et de créer un festival tchèque à Paris. Et donc, c'était aussi pour moi une manière de préserver mon identité personnelle parce que je ne me retrouvais pas, je ne voyais pas mes films préférés. Quand j'expliquais des choses en français, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes références, ils ne connaissaient pas les films. Donc, le dialogue culturel était au niveau 0. Puis les réalisateurs, ils étaient, on n'en connaissait pas beaucoup. Oui, Miloš Forman. On connaît toujours, dans l'esprit des gens, c'est la nouvelle vague, le printemps de Prague, les années 68 qui sont connus. Mais les sociétés en Europe centrale, en Europe de l'Est, ont énormément changé. Et le cinéma, pour moi, c'est comme un miroir qui reflète la société, les questions, les choses qui font vibrer le pays. Et en fait, les Français n'ayant pas l'accès à ces films, ils ne se rendent pas du tout compte comment les pays ont changé, comment les sociétés ont évolué. Et donc, de faire ce festival, pour moi, c'était crucial pour justement maintenir un dialogue culturel et aussi pour aider aux réalisateurs et aux talents de se rencontrer
Et donc, il y a aussi des films qui ont été créés dans la coproduction entre les pays d'Europe centrale et la France. Et c'est comme ça que le festival est né en 2009 pour être officiellement intégré dans le programme de la présidence tchèque de l'Union européenne. Et donc ensuite, moi j'avais mon travail et j'étais contente déjà qu'on a fait ce geste. On n'a pas pu refaire tout de suite après une deuxième édition. Parce que tout simplement, il n'y avait pas non plus des structures de soutien en place. Ça, c'était un peu le problème au début d'intégration, que ces pays, en fait, s'inspiraient du fonctionnement, par exemple, de la France avec le CNC, avec Unifrance, mais il fallait trouver de l'argent dans le budget, il fallait que les politiques culturelles se mettent en place pour enfin, après, créer des fonds qui pouvaient financer des films, financer leur promotion, financer des festivals, etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de suite des éditions 1, 2, 3, etc. Il y avait un peu des années vides. Et moi, entre-temps, je travaillais sur d'autres projets aussi. Et quand j'ai créé la plateforme Kino Vyšehrad, je me suis dit, j'ai quand même envie de montrer plus de films tchèques. Et nous avons créé une association éponyme. Et depuis 2016, je pense, à l'exception de l'année de Covid, le festival fonctionne. Donc, d'où aussi la disparité entre 15 ans depuis la création et la 10e édition. Voilà, ça tombe comme ça. On a des chiffres ronds à noter. Et je t'avoue que ça fait... franchement, c'est un véritable honneur d'avoir participé à cette année 2016. Ah oui, parce qu'on a fait une des premières éditions. Renaissance de Phénix descendre. Exactement. Ouais. Et par rapport, justement, parce que ça a été créé en 2009, sachant que l'élargissement vers l'Union européenne, en fait, des pays de l'Est, enfin des pays d'Europe centrale et orientale, ça date de 2004. Donc c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, les vrais élargissements sont précédés par des accords qui en fait sont spécifiques pour la culture. Donc les pays qui sont candidats et qui sont censés intégrer l'Union européenne, déjà au moment où la candidature est déclarée, ils peuvent bénéficier de coopérations culturelles ou Erasmus. Et donc la République tchèque, en fait, elle a intégré, la culture a intégré l'Europe déjà avant l'élargissement. D'accord. Donc, mais ceci dit, cette année, là en 2024, on fête les 20 ans dans l'Union. Voilà, ouais, donc il y a plus d'anniversaires encore. Et alors justement, c'est la 10e édition cette année. Elle va avoir lieu donc du 17 octobre au 21, sachant qu'il y a bien sûr les hors-murs, c'est-à-dire en dehors de ces dates. C'est l'année Kafka 2024. Est-ce que, entre guillemets, alors j'essaye de creuser dans le programme, est-ce qu'on parlera de Kafka dans le Checking Film Festival, la 10e édition? Ça, c'est encore une... Même si c'est loin. Oui. J'ai un film en vue qui traite de Kafka, mais si le film va être distribué en France ou prêt pour la diffusion, je ne suis pas tout à fait sûre. Je n'ai pas la confirmation. Mais sa réalisatrice va être là dans quelques jours. Je vais lui poser la question. C'est Aniška Holland, qui est une réalisatrice très prolifique. Ouais. Donc, bien sûr, en fait, cette année, nous aimerions, dans le programme, parler des chefs-d'œuvre, des maîtres de cinéma tchèques.
qui sont très connus d'un côté, et de l'autre côté, amener des nouveaux talents, des jeunes réalisateurs qui sont encore inconnus pour qu'ils puissent bénéficier de cette aura des grands maîtres. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire parce que ce n'est pas la peine de construire une programmation de festival qu'avec des réalisateurs déjà connus. Mais pour promouvoir la jeune génération qui n'est pas connue en France, qui débute, qui doit encore faire ses preuves, c'est bien d'alterner des projections et de leur donner de l'espace de mélange et de voir aussi qu'il y a des parallèles dans le travail entre des réalisateurs confirmés et des jeunes. C'est-à-dire que aussi la notoriété de la FAMU, donc l'une des plus grandes écoles de cinéma en Europe et même dans le monde, elle n'est plus à faire. Enfin, il y a plein, ça vient de partout en fait pour la FAMU. Enfin, oui, même cette Anishka Holland dont on a parlé, elle y a étudié dans la classe avec Forman. Son professeur de littérature, c'était Milan Kundera. Ensuite, elle a traduit ses œuvres en polonais. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont étudié à la FAMU, Kusturica, Olmo Omerzu. Emir Kusturica, on va en parler tout à l'heure. Je vais revenir sur, comment dirais-je, en fait, sur les projections. Alors, au-delà du Check-in Film Festival, il y a aussi les projections à l'INALCO. L'INALCO, c'est donc l'Institut national des langues et cultures orientales, si je ne me trompe pas. Et le 2 février prochain, il y a Zaneta, un film de 2014 qui va être projeté. Tu peux nous en dire un mot de ce film, parce qu'il est très fort quand même. Voilà, on voit ceux qui nous suivent sur les réseaux Facebook, YouTube, Twitch et toutes les chaînes. Vous pouvez voir l'affiche de Zaneta, ce film de Petr Václav. Donc, avec la présence du réalisateur, je tiens à le signaler, c'est un film très fort en fait, Zaneta. Oui, en fait, je voudrais juste préciser que nous faisons bien évidemment des projections dans les cinémas à RSC, mais pour aller aussi vers le spectateur, nous proposons des projections gratuites dans les universités où sont enseignées les langues slaves ou les langues d'Europe centrale. Donc, ce n'est pas seulement à INALCO, mais aussi à la Sorbonne, notamment au Sorbonne Malesherbes, où nous faisons régulièrement des partenariats, des projections, des débats. Là, comme tu dis bien, vendredi prochain, le 2 février, ça tombe sur INALCO, où on fait à 18h dans le grand amphithéâtre une reprise de ce film. Zaneta, qui a été sélectionné en 2014 à Cannes, au festival, parce qu'à Cannes, il y a plusieurs festivals. Donc, celui-ci, il est organisé par ACID, par Association pour la distribution de cinéma indépendant. Selon moi, c'est la meilleure catégorie parce que c'est vraiment là où on découvre les trésors. Et parce que, voilà, dans les sections officielles, il n'y a que des choses, des réalisateurs connus. Parfois, on se demande par rapport à la qualité, qu'est-ce qu'ils font là. Tandis que les sections parallèles donnent l'opportunité à d'autres réalisateurs qui sont très talentueux et qui n'ont peut-être pas le même réseau pour se retrouver dans le Grand Palais. Et Petr Václav, il était là avec Zaneta. Ensuite, il a été dans un très grand nombre de festivals. Il a reçu l'équivalent de cette César tchèque. En tchèque, c'est des lions. C'est des lions. Pour la meilleure réalisation, caméra, acteur, scénario. C'est un film qui parle de l'exclusion aussi d'une jeune femme d'origine rome
et de son combat pour une vie normale. En fait, c'était souvent comparé au film des frères Dardenne. Il y en avait un qui s'appelait Rosetta, je pense, sur une jeune femme et sa force de son combat pour arriver à faire sa vie. Donc, on va faire une projection avec un débat et un verre d'amitié pour ceux qui voudraient venir découvrir cet ancien film de réalisateur Petr Václav qui s'est fait connaître en France récemment pour Il Bohémo, un grand opus sur un compositeur de musique classique qui a vécu notamment à Venise, en Italie. Et les critiques ont été dithyrambiques sur Il Bohémo. 150 000, plus de 550 000 spectateurs pour ce film de 2h30 avec la musique d'opéra. 2h30. Magnifique. Les gens, c'est un chef-d'œuvre. Donc, il y a aussi la musique classique qui accompagne le film de Janetta, qui est pourtant contemporain, mais on voit déjà ce film qui a été fait 9 ans plus tôt, où il y a aussi un opus, même avec une vie d'une personne simple, il arrive à faire la magie de cinéma. C'est des chefs-d'œuvre. On va, tu parlais tout à l'heure d'Agnieszka Holland. On va vous proposer de voir la bande-annonce du film qui va sortir le 7 février au cinéma. Ça s'appelle Green Border. Film, comme c'est Agnieszka Holland, comme d'habitude. Film très fort. ده ما لم بين شيء يا حبيبي لأنه نحن بنص الغابة. وصلنا على السويد. لا حبيبي. يا ستار. $300 now. What is it? We're in Poland. We're in Europe. We made it. Sir? Water. Stań w końca! Plecak! No, Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj. Musicie pokazać profesjonalizm. Jasiek, co się dzieje? Już się nie chciałeś wiedzieć. To nie są ludzie. To są żywe pociski. البيلاروسيين رح يرجعوا يفوتونا على بولندا. Dom jest do waszej dyspozycji. Stąd jest znacznie bliżej do granicy niż z waszej bazy w miasteczku. Nie rzucalibyście się w oczy. Jeżeli chcesz iść na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki, ubrania, powerbanki, telefony. Widziałeś jakieś zwierzęta w lesie? غزال وضبي وزرافة. I nie wchodzimy do strefy stanu wyjątkowego. Nie możemy im dać pretekstu, bo oni uderzą w całą organizację. Why are you doing this to us? It's illegal. We need your help. Silne napięcie na granicy z Białorusią. Coraz częściej. Nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Film très fort, Green Border, puisque très d'actualité et surtout qui montre les deux visages, garde-barrière et réfugiés, comme quoi c'est très fort. Comment tu as eu l'idée de montrer, en fait, d'avoir ce film, parce qu'il faut rappeler qu'Agnieszka Border, enfin Agnieszka Border, n'importe quoi, je suis troublé avec ce film. Agnieszka Holland, elle est donc partenaire du Czech Film Festival avec du coup Green Border.
Non, pour être plus précis, en fait, Anishka Holland, nous avons une relation particulière avec elle parce que déjà, elle a fait des études à la FAMU, elle est parfaitement bilingue tchèque et aussi française et anglaise. C'est une femme extrêmement douée et très engagée dans tout ce qu'elle fait. Elle est aussi très prolifique, elle fait énormément de films. Et donc, nous étions partenaires de ces films précédents qui sortaient en France. Par exemple, il y avait un film qui s'appelait Charlatan en tchèque et en français, ça devait être... je me rappelle plus. C'était sur un guérisseur qui guérissait avec des plantes médicinales. Le titre va me revenir. Ouais. Et en fait, avec Kino Visegrad, nous soutenons aussi des distributeurs français qui ont le courage de prendre des films de ces pays en distribution. Mais souvent, ils ne savent pas comment le promouvoir, quelle communauté à laquelle s'adresser, etc. Et donc, nous avons déjà une expérience. Donc, la productrice polonaise de ce film, franco-polonaise, qui est partenaire de festival, nous a demandé d'accompagner ce film pendant sa sortie en France et de co-organiser une avant-première en présence de Anishka Holland. Donc, cette projection ne se passe pas directement dans le cadre de festival, mais dans le cadre de nos activités parallèles. Et surtout, ce film, en fait, il a été pour une grande partie financé par le Fonds de cinéma tchèque. Il faut savoir qu'il a eu un accueil très mitigé, même très négatif en Pologne, parce que avec l'ancien gouvernement polonais, il était inacceptable de montrer les gardes frontières polonais de manière critique. Et, en fait, c'était le cas et c'était tout à fait justifié parce que ce qui s'est passé, c'est que en Biélorussie, où est le régime despotique de Loukachenko, ceux-ci ont vendu des visas à des réfugiés d'Orient qui ont acheté des visas en pensant que par Biélorussie, ils vont pouvoir accéder à l'Union européenne. Et c'était aussi une sorte de revanche de Loukachenko qui avait besoin de devises, donc il a encaissé l'argent pour ses visas, mais il y avait en même temps aucune garantie pour ces gens-là de pouvoir rentrer légalement sur le sol européen. Et Loukachenko, il comptait un peu sur ça et il s'est revanché en mettant ces gens-là près de la frontière. Et les Polonais, tout simplement, ils ont décidé qu'ils ne vont pas accepter ces gens-là. Donc, ces gens-là se sont retrouvés sans le moyen de retourner en arrière et aussi un peu dans une enclave parce que Biélorussie, c'est une dictature. Donc, pour eux, ça n'a aucun sens de rester vivre là-bas. Mais l'Europe n'était pas ouverte puisqu'il n'y avait pas le passage possible par la Pologne. Et donc, les Polonais ont interdit de communiquer sur ça. Il n'y avait pas de journalistes. Et Anishka Holland, qui a tout suivi, elle a décidé d'en faire un film. Et bien sûr, ça ne plaisait pas aux autorités. Donc, elle n'avait pas d'argent pour ça. Et c'est les producteurs américains, tchèques et polonais qui ont rendu possible ce tournage qui est quasiment documentaire. Ce film a fait tour du monde des festivals. Elle a été nominée à tout un tas de prix. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Anishka Holland. Elle est déjà en tournée en France. Elle accompagne ses films dans les régions. Et elle sera à Paris pour notre avant-première au MK de Seine le 6 février. Le 6 février.
le 6 février, venez le 6 février, parce que Agnieszka Holland, c'est une pointure au niveau du cinéma, et je dirais même mondial. Tout à l'heure, tu nous parlais de Kino Visegrad. Kino Visegrad, à l'origine, c'est 4 pays qui travaillent ensemble au niveau du cinéma, c'est ça? C'est la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie? Oui, et c'est des pays, principalement ce groupe s'est créé parce que ces pays ont intégré l'Union européenne en même moment. C'est des pays qui ont l'histoire qui les unit. C'est tous des pays qui étaient plus ou moins, qui sont dans Mitteleuropa, dans l'Europe centrale, qui ont eu le destin uni à travers l'Empire austro-hongrois. Ensuite, c'était des pays qui étaient des pays satellites envahis par l'Union soviétique, qui étaient des marionnettes de Moscou. Les gens ont subi la période communiste là-bas. Ils ont ensuite rentré ensemble dans l'Union européenne. Et c'est des pays, je dirais, géographiquement et ethnographiquement rapprochés. C'est un peu comme on dit Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg. Ça, ce groupe marche ensemble. En ce moment, depuis un certain temps, parfois il y a des désaccords. Mais bon, c'est des accords politiques, mais en même temps, les réalisateurs, des cinéastes, le peuple, je dirais, se sont plus proches. Et donc, c'est cette géographie-là que nous représentons, et nous voulons aussi attirer l'attention sur le fait que c'est pas vraiment l'Europe de l'Est. Ça, cette région-là, c'est l'Europe centrale. Après, la Pologne, la Slovaquie, c'est un peu la limite. On voit bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qu'est-ce que c'est l'Est, qu'est-ce que c'est l'Ouest, et qu'est-ce que c'est aussi l'Europe centrale. Nous sommes résolument... nous avons, par exemple, je dirais, le centre de l'Europe, ça a toujours été une région différente culturellement de l'Est, comme Russie, Ukraine, ou même plus loin. Et je pense que c'est important de le dire et de s'en inscrire dans l'état d'esprit, parce que cette séparation entre l'Est et l'Ouest, qui est plus facile à dire pour les Français, mais qui est aussi pas très juste, déjà géographiquement parlant, c'est quelque chose qui a beaucoup arrangé les Soviétiques pendant la période de mur de Berlin. C'était beaucoup plus facile de dire Est, l'Ouest. Ça, c'est à nous, ça, c'est à vous. Donc, comme ça, ils se sont appropriés cette partie de l'Europe qui, quand vous regardez la géographie de l'Europe, n'est pas du tout à l'Est. Mais c'est notre camp. C'est là que nous régnons. Et là, c'est à vous. Et donc, je pense que ce n'est plus du tout d'actualité. Chaque région en Europe a droit à s'authentifier. La Bulgarie, la Roumanie, c'est des Balkans. Il y a des particularités, tout bien que dans les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, même Finlande, c'est autre chose. Mais il faut laisser la liberté à ces nations de s'authentifier. On n'est pas tous noirs et blancs. Et donc, moi, je suis pour que les Français arrêtent de dire l'Europe de l'Est et qu'ils prennent un peu de nuance. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Nous, moi on ne dit pas non plus... moi qui ai connu avant 89 aussi. Et on la disait France tout aussi, ça. c'est un grand pays. Il y a des conditions qui sont différentes au nord et différentes au sud. Exactement. Et on respecte à chacun ses spécialités. Voilà. Imagine, comment dirais-je, James Bond avec l'accent de Marseille. Et pourtant, c'est en français. Non, juste, il y a une question par rapport à la diffusion en France aujourd'hui, donc et en Occident, des films d'Europe centrale et orientale. Quel bilan on peut faire alors que nous fêtons les 20 ans de l'élargissement de l'Union européenne? Écoute, Jérôme, le bilan n'est pas joyeux. Le bilan n'est pas joyeux. Vous le voyez vous-même quand vous allez au cinéma, vous regardez ce qui est au programme.
les films d'Europe centrale, ça reste quand même très très rare. Et quand il y en a, c'est souvent des coproductions, c'est déjà bien. Le film de Agnieszka Holland, c'est une coproduction. Le film de Christo, c'est sûrement aussi une coproduction. Ça ouvre les portes, mais je pense que pour qu'on se comprenne et pour qu'on puisse vivre bien ensemble en Europe, le cinéma est un soft power. C'est un dialogue de culture qui nous permet de se mieux connaître. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le nom du festival Check-in, parce que c'est un peu un jeu de mots avec, quand vous allez à l'aéroport, il y a check-in aussi. C'est en fait, c'est une invitation au voyage, voilà. C'est pour le temps d'une soirée en voyage dans un pays au cœur de l'Europe et vous revenez jamais le même. Ah non. Parce que vous découvrez des choses et je pense que le cinéma a le pouvoir magique de rapprocher des gens et des questions qui d'habitude seraient très difficiles à expliquer dans des débats. Là, vous êtes amené aussi avec le décor, avec la musique, la caméra, les acteurs et on comprend, on se sent beaucoup plus proche. Et donc, pour encore dire quelque chose par rapport à ta question, nous avons quand même réussi à travailler sur un autre aspect de la diffusion, parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens sont habitués à regarder des films en ligne. Aussi, pendant le Covid, on s'est habitué à Netflix, etc. Donc, il y a un Netflix européen qui est un peu Netflix art-essai, qui s'appelle Univers Ciné, qui est une plateforme qui est soutenue par l'Union européenne aussi, et qui en fait a tout un tas de films que vous pouvez voir, soit regarder et payer pour un film, ou bien vous abonner par mois. Et nous avons un corner là-bas, qui s'appelle Kino Visegrad Corner. Et nous y avons rajouté plusieurs films, nous allons encore continuer d'y rajouter. Donc même les Marseillais, même les Dijonnais, même les gens de banlieue, s'ils ne peuvent pas venir voir les films, ils peuvent se connecter, ils peuvent voir des films. Et il y a un algorithme qui va les ramener ensuite pour voir d'autres films d'Europe centrale. Comme on dit en Bulgarie, l'union fait la force. Ou en Belgique. C'est Univers Ciné, Univers UNIVERS Ciné, CINE accent aigu. Merci beaucoup Markéta d'être venue. Juste le 1er février à 20h15. Vous pourrez revoir aussi le film Au feu les pompiers, un film de Miloš Forman de 1967 au cinéma Nouvelle Odéon, 6 rue de l'École de médecine à Paris. C'est un film interdit pendant plusieurs décennies. C'est une vraie satire politique et un des chefs-d'œuvre de la nouvelle vague tchèque. À noter que l'immense réalisatrice et chef monteuse Andrea Sedláčková sera présente lors de cette projection, une grande dame du cinéma, pour débattre sur la place et l'enjeu du montage dans la création de cette allégorie tragicomique où acteurs et non professionnels se rencontrent dans une improvisation libre et absurde. Réservation sur le site du Nouvel Odéon. Avant de passer à la chronique, on continue avec le cinéma et avec la chronique avec Nelly. Juste le 17 mars 2024 à 13h au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris, il y aura la projection du film de Michele Salimbeni, The Mercy Tree, j'ai un accent anglais à couper au couteau, avec l'incroyable actrice d'origine polonaise Magdalena Korpas. C'est vraiment le rôle principal et elle arrache la tête. Donc allez voir ce film, c'est le 17 mars. Il y aura toute l'équipe du film, réal, tout le monde. Venez nombreuses et nombreux, nous on y sera. Donc le 17 mars 2024 à 13h au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris. C'est 30 rue Saint-André-des-Arts du côté de Saint-Michel. Nelly, les nouvelles du jour, les nouvelles de la semaine au niveau du cinéma.
Alors, le 17e Festival international du film et de la musique de Kustendorf en Serbie s'est achevé ce samedi 27 janvier et les lauréats ont été donnés. Annoncée par Sandro Veronesi, la gagnante du prix Vico Filiac pour la meilleure cinématographie est décernée à Malin Ingrid Johansson avec son film Madden, qui signifie folle en français. Je cite, « Pour la magie qu'il contient d'une petite histoire réaliste sur la construction d'une identité féminine chez une adolescente de la campagne en immersion soudaine, hypnotique et effrayante. Une expérience qui semble à la fois perverse et familière, exactement ce qu'appelle Freud l'étrangeté. » Annoncé par Bojana Panic, le prix de la mention spéciale est décerné à Nikos Kiristis pour son film Highway of a Broken Heart, autoroute pour un cœur brisé en français. Je cite, « Pour la performance exceptionnelle de l'actrice Elena Topalidou et une courte histoire colorée d'humour avec une fin inattendue. » Annoncé par Vladan Radovic, la mention spéciale de la caméra est décernée à Tin Ostrozic pour son film Shortcut, raccourci en français. Il déclare avoir eu un maestro qui lui a appris la photographie du film, qui doit être au service de l'histoire. David Gazzo remporte, lui, le prix des œufs de bronze, décerné par Sandro Veronesi. Il caractérise ce film d'une texture étonnante et complexe de toutes les folies humaines contenues dans un dimanche d'été ordinaire, décrite au travers du jeu cache-cache qui répand l'innocence de manière très poétique et comique. En ce qui concerne le prix des œufs d'argent, décerné par Muzaffarkon Erkinov, revient à Vivek Rai pour son film Shanti, Paix en français. Le jeu d'acteur est tellement spontané qu'on n'a pas l'impression qu'il joue, mais qu'il vit réellement le film. L'intrigue est fascinante, c'est un film innovant qui ne suit pas les standards de la cinématographie indienne. Pour terminer dans ses lauréats de l'année 2024, le prix des œufs d'or, décerné par le président du jury Sandro Veronesi, est remporté par Mikhail Gorobchuk pour son court-métrage de 15 minutes intitulé Violet Country, pays violent en français. C'est l'histoire d'une petite fille, Stecha, qui vit dans une maison de campagne. Elle est isolée du monde extérieur et plongée dans le monde des jeux et de la fantaisie. Ses dessins reflètent le monde intérieur, l'image du paradis, qui s'efface au fur et à mesure qu'elle grandit. Ce film, d'après les jurys, contient, je cite, « le sentiment de solitude et de vide qui envahit tous les enfants du monde lorsque l'attention de leurs parents se détourne vers un petit frère ou une petite sœur. » Le président du jury déclare « Ce film est à notre avis le plus poétique et il contient tous les éléments du 7e art. » Maintenant, Jérôme va nous offrir une petite pause, non pas musicale mais poétique. Tu vas nous lire un poème de Lydia Vatkerti-Gavanornikova. Je t'en prie. Je respire, je vois, j'entends et je sens. Je suis là, où je me trouve à un moment donné. Tandis que là, où je ne me trouve pas, il n'y a personne. Je suis chez moi dans le monde, et le monde est chez lui, dans ma maison. Je sais tout. Je ne demande pas à l'herbe comment elle est. C'est moi l'herbe. Même en ce moment précis, je me pose la question, quelle couleur, quelle odeur et quel goût j'ai. Je suis tout ce que je désire être. Et si je désire tout, je le peux. Je suis un nuage, et je pleure. Je suis la rivière, et je sors de mon lit. Je suis le vent, je frémis au milieu des feuilles du mûrier. Je suis en même temps la prairie et le troupeau d'oiseaux qui pèsent sur moi. Je suis la forêt et mon propre garde forestier et mon bûcheron. Je suis justement en train de compter mes arbres, de savoir quelle doit être la densité de mon enracinement en profondeur. Mais j'ignore encore quel tronc je marquerai par une entaille blanche, même si des ombres de braconniers taillent déjà dans mes fourrés verts des clairières noires. Je suis le sommeil qui veille en moi, je suis le rêve accompli, et tout ce qui lui manque est en train de rêver tout autour de moi. Je ne rêve pas. Je suis moi-même l'œillet vigilant d'une rose sur un rosier sauvage qui rêve de moi. La prairie, elle aussi, est au sujet de moi. La rivière, les champs et même la forêt fredonnent, murmurent et bruissent de moi. La cour et la rue parlent de moi. Et avec leur « ça alors vraiment ?» et elles chantent avec moi. De moi sonnent les cloches et jouent la musique. Aujourd'hui on m'enterre, demain on me marie. Le village avec ses berceaux est à moi.
Le clocher avec le glas est à moi, tout comme les palissades des autres que j'escalade. C'est pour moi que les prunes du voisin mûrissent. À moi les pâturages, avec le berger unijambiste. C'est moi la jambe qui le fait boiter. À moi le petit bossu du village, sa bosse ne pèse pas sur la commune, mais sur moi. Car toutes les terres communales, aussi loin que je puisse voir, m'appartiennent, et chaque arpent du sol sur lequel je pose mon pied laisse en moi une empreinte. Je suis mon propre sujet, exclusif et total. Je suis si grande que je n'entre pas dans ma peau. Je dépasse de tous les côtés de l'univers, mes manches, mon col et même la jupe de ma robe devenue trop petite. Je suis tout ce qui me touche, la pierre qui m'a frappé à la tête, l'ortie que je froisse de mes mollets, la rose qui m'a tellement égratigné le visage que j'en rougis de honte à cause d'une paire innocente de papillons. Je suis ma propre mère et ma propre fille. Le grand-père me traverse jusqu'à son petit-fils. Je suis la plus légitime de mes sœurs, l'actuelle jumelle miroir de celle d'autrefois, celle qui ne sait rien et qui sait tout, car elle ne fait que se réveiller juste en ce moment, tandis que moi, je suis debout depuis bien longtemps. Celle qui me gêne parfois et qui souvent m'empêche de travailler. Chaque fois, lorsque je fais un pas de côté, elle se met sur mon chemin, m'enfonce son doigt dans les côtes, du côté où bat le cœur, et dit « Ne t'écarte pas de ta voix. Je suis, sans être enivré de moi-même. Je ne rêve pas. Je suis ma propre ivresse lucide, qui en moi s'enivre de moi, d'une ivresse onirique, réelle. » C'était Somme, une piesochnia pisen, et ça date de 1977. Merci Jérôme pour cette lecture de Je suis, un poème de Lydia Vatkerti-Gavornikova. Maintenant, on va passer à la petite chronique des chartes de Gabriel. C'est parti, on se retrouve à nouveau avec les actualités musicales de l'Est et d'Europe centrale. Ça fait toujours autant plaisir d'écouter ces chansons en langue originale, ça change de l'anglais et on y prend vraiment goût. On commence tout de suite avec le morceau polonais Jestem twoim bajką de l'artiste Sana, qui est top 1 des streams Apple Music de la semaine. Avec 6,4 millions de vues, le clip sorti il y a 4 mois est à l'image de cette chanson qui est un véritable conte de fées. Il met en scène une jeune fille qui traverse un monde imaginaire à base de créatures fantastiques et de décors merveilleux. Avec sa voix aiguë sur fond de chœur d'enfant et ses paroles mélancoliques, la chanteuse semble dire au revoir aux rêves de son enfance. Les images sont très esthétiques, avec des lumières saturées et des couleurs acidulées. Il y a une multitude de références cinématographiques allant du Seigneur des Anneaux à Alice au Pays des Merveilles, en passant par Dracula. Le clip se rapproche presque d'un film en lui-même, on ressent vraiment l'investissement mis dans le visuel et les effets spéciaux. En effet, il s'agit d'une collaboration avec la blockchain Ethereum qui promeut une collection limitée s'appelant Klex Academy. Donc en fait, chaque plan est étudié, mais l'ensemble est en fait un catalogue de NFTs qui sont basés sur la série de romans pour enfants du légendaire poète polonais Jan Bierfa. Je vous invite vraiment à regarder ce clip qui est très graphique et poétique, il en vaut vraiment le détour. Ensuite, changement d'ambiance radical avec le chanteur slovaque Separ qui nous offre un clash de rap à l'ancienne dans son titre Beishi qui fait top 1 sur Spotify cette semaine. Il a mis les moyens pour son clip sorti il y a 2 mois avec une prod massive à base de plans d'hélicoptères, de drones, de gros 4x4 à grand renfort de fumigène en pleine forêt et au clair de lune. Il reprend vraiment les codes de tournage de films d'action. Les plans s'enchaînent très rapidement et sont excessivement saccadés à l'image de son rap rythmé par les attaques très créatives qu'il réserve à son ennemi. Il ne répète jamais 2 fois les mêmes paroles et semble très inspiré quand il s'agit d'insulter. L'ambiance sérieuse, quasi militaire que l'on voit en début du clip s'atténue au fur et à mesure, avec des punchlines vraiment drôles et des images de plus en plus loufoques. On retrouve les archétypes de rap à base de doigts d'honneur, cagoules, lunettes noires, casquettes, dents, diamants, gros bijoux et montres clinquantes, au point qu'il finit carrément par avoir l'air d'être déguisé, ce qui ajoute au caractère léger du morceau.
On l'aperçoit avec son crâne rasé et ses tatouages sur le visage, portant un survêt couvert de peluches de toutes les couleurs ou encore une veste à l'effigie d'une marque de lessive. Cette battle de rap finit par se transformer en immense rave party dans la forêt, où on le voit danser au milieu d'une foule en délire, toujours avec ses grandes mimiques qui accompagnent les très belles basses électro qui sont bien violentes, qu'il utilise comme une arme. Toujours en Slovaquie, mais dans un tout autre registre, c'est le trio de femmes Dominika Mirgova, Anita Soul et Monika Bagarova dans le titre Shukargili. À la première position du top YouTube, ce morceau sorti il y a un mois cumule plus d'1,5 million de vues. Il met successivement en scène ces 3 femmes aux voix et aux styles très différents dans ce clip qui se déroule lors d'un événement festif qui semble rassembler amis et famille. Tout le monde a le sourire et s'est mis sur son 31, le tout dans un décor luxueux de palais accueillant musiciens et danseurs en tenue traditionnelle, avec les jupes qui volent au rythme des rondes et les foulards serrés sur la tête. En effet, on assiste à un véritable mélange des registres dans ce clip, à l'image des 3 chanteuses qui se distinguent par leur voix, allant du guttural au plus nasal, ou encore leurs outfits allant de la tzigane folklorique à la diva des clubs tout en paillettes. Ces 3 univers finissent par se rejoindre alors que les femmes se joignent pour chanter et danser dans un rythme ultra entraînant qui ne laisse place qu'à la danse collective et la convivialité. C'est en grande partie relayé par les airs typiquement tziganes avec clap de main, contrebasse, violon, cymbalum et bien sûr la clarinette orientale qui nous suit tout le long de la chanson, sur fond de basse électro qui nous fait bien bouger la tête. Et on finit tout de suite avec le clip de la semaine qui nous vient de Serbie. Il s'agit de Darko Lazic en featuring avec la chanteuse Zera dans son nouveau single Prezime. Avec plus de 2 millions de vues en seulement 5 jours, ce titre promet vraiment de monter dans les charts et dans les classements ces prochaines semaines. Dans un décor de hangar désaffecté où se trouve une énorme pile de bouteilles vides, le chanteur séducteur, à la chemise ouverte, tatouage et barbe bien taillée, aborde très classe sa beuverie de la veille. Dans un élan d'autodestruction, on le voit se remémorer son amour parti pour un autre, dans des plans entrecoupés où il se retrouve à boire seul. Sa voix dramatique fait place à la chanteuse très glamour, dans des rythmes et intonations très orientaux, accompagnés de violon, d'accordéon et de la fameuse clarinette orientale qui est omniprésente. Il a trouvé comme solution de détruire cette pile de bouteilles d'alcool qui faisait office de trône pour la jeune femme. Ces métaphores font écho à la vie du chanteur très, très médiatisé, qui a eu des problèmes de substance, menant notamment à un accident de voiture en 2018. Son histoire est vraiment saisissante et je vous laisse la découvrir dans ce morceau Prezime. Merci beaucoup, Gabi. Là, on va faire une petite pause musicale. Il est rappeur, il est poète. Il vient de Russie et il vit en France depuis 2022. Il n'aime pas la guerre. 5 albums avec le groupe ouralien Ek Plavaz. 20 ans sur scène, il est à Paris pour, comme il m'a confié, avancer sa carrière. Il sera sur scène le 3 février pour une soirée poétique à la librairie du Globe, 67 boulevard Beaumarchais à Paris, dans le 3e. C'est entrée libre. Voici une chanson en français, on pourrait la traduire par Inconnu. Un très beau texte qui fait réfléchir sur l'exil. Voici Naim Blik, Nies Dies Nost. L'exil n'a pas de visage et on pense à tous les exilés, quels qu'ils soient et d'où ils viennent. Place au livre. Il vient tout juste de paraître le nouveau roman de l'autrice bulgare Albena Dimitrova, L'or qui fait de l'or, aux éditions Intervalle, je vais y arriver, vous attend dans toutes les bonnes librairies. L'or qui fait de l'or raconte l'histoire d'Alina. Alina a grandi à Vulkova en Europe orientale, éduquée jusqu'au collège par un père biologiste dont les travaux la fascinent. Elle a développé une insatiable curiosité. Sa rencontre avec la magnétique Luda l'a fait sortir de sa bulle et les 2 filles sont vite inséparables. Les 2 amies se retrouvent à Paris où Alina est embauchée dans une société de gestion à la hiérarchie implacable pour faire fructifier les liquidités associées au ticket restaurant. Alors normalement, on doit voir le diapo. Ah voilà, on voit la couverture du livre d'ailleurs. À l'aide d'un jeune as de la gestion des risques et celle du vieillissant lieutenant de l'imprévisible PDG, eh bien Alina grimpe l'échelle des trahisons invisibles et intègre peu à peu le cercle des grands optimisateurs. Mais à quel prix ? L'or qui fait de l'or est un roman haletant de 256 pages dans les arcanes de la finance contemporaine. C'est surtout l'histoire entre 2 femmes volontaires
d'une profonde et singulière amitié mise à l'épreuve par leur ascension professionnelle. Toujours en librairie, il est sorti en octobre dernier le dernier livre écrit et illustré par la talentueuse Sonia Ristich, intitulé « Celles qui se perdent » aux éditions Intervalle. Raconte l'histoire de 6 femmes, Joséphine, Daphné, Florence, Agnès, Hortense et Marion. Une histoire qui se passe entre Paris et la baie d'Arcachon. D'âge, d'origine et de milieux sociaux différents, bien elles se retrouvent à un tournant de leur vie. Joséphine, qui n'arrive plus à sortir de chez elle, se lance dans la conquête du monde virtuel. Daphné se bataille avec son ex-compagnon pour le partage de leur collection de meubles design. Florence espère échapper à la solitude en ouvrant des maisons d'hôtes. Agnès abandonne toute sa famille pour s'enfermer dans sa maison de vacances et peindre. Hortense égrène ses souvenirs en lisant dans sa cuisine. Quant à Marion, elle décide de libérer les secrets de famille en ouvrant en grand les placards. Alors, c'est sur un ton faussement léger et désinvolte que le nouveau livre de Sonia Ristich raconte les tout petits cailloux qui font dérailler le cours d'une vie et les grandes tragédies qui se transmettent de génération en génération. Ces 7 épisodes en forme de puzzle composent une histoire commune dans la toile des hasards improbables et des choix assumés qui tissent les liens féminins. À lire en VO et bientôt en version française, le nouveau roman de l'auteur roumain Mircea Cărtărescu. Théodoros défraye la chronique littéraire par son écriture unique au monde, selon nos confrères du journal Die Zeit. Je n'ai jamais écrit de littérature pour publier des livres, mais pour vivre dans eux, confie Mircea Cărtărescu, je vais y arriver. Chaque livre était pour moi un monde nouveau et spécial, une nouvelle expérience, comme un nouvel amour ou comme un nouveau voyage. Oui, parfois aussi comme une nouvelle maladie. J'ai vécu, en écrivant Théodoros, des histoires d'amour, des histoires héroïques, des histoires atroces, des histoires réelles et fantastiques, voluptueuses et cruelles, passées dans différents espaces géographiques et époques historiques que je me suis amusé à recréer avec précision, mais aussi avec un sourire ironique. J'ai exploré les chemins bifurqués de la Bible, du livre sacré éthiopien Kebra Nagast et de notre Alexandrie, trouvant à chacun d'eux une expressivité étonnante et infinie. Au milieu de la pandémie, des guerres, des dépressions et des déceptions d'aujourd'hui, j'avais besoin de vivre un moment dans le silence de la chapelle peinte de cinabre et de vermillon d'un monde qui revient toujours, comme le tournesol, aux seules choses que j'apprécie vraiment, la beauté. Fin de citation. Alors qu'on peut toujours lire le livre en version roumaine, le livre Théodoros de Mircea Cărtărescu s'apprête à sortir en français, traduit par Laure Incal. Il paraîtra à la fin du mois d'août prochain aux éditions Noir et Blanc. On vous fait cadeau de la couverture de Théodoros qui vient de sortir. Pour les passionnés de peinture, eh bien, vous aurez reconnu le tableau intitulé La bataille d'Alexandre d'Albrecht Altdorfer, une œuvre datant de 1529. On passe tout de suite à l'agenda. On commence avec nos amis bulgares et l'exposition La vie à venir de Louis-Ben Petrov à l'Institut culturel bulgare, 28 rue de la Boétie à Paris, dans le 8e arrondissement. Louis-Ben Petrov travaille dans le domaine de la peinture figurative. Né à Burgas en 1984, il commence sa formation à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia et se spécialise dans la fresque. Aujourd'hui, il est installé à Brno, en République tchèque, où il vit et travaille. Le vernissage aura lieu le 1er février à l'Institut culturel bulgare. Nos amis bulgares qui sont en verve, niveau exposition, puisque jusqu'au 2 mars 2024, le photographe Ivan Pastourov expose au Leica Store Beaumarchais, 52-54 boulevard Beaumarchais à Paris, dans le 11e arrondissement. Ivan Pastourov, photographe né en 1951, est diplômé de l'école polytechnique et travaille comme ingénieur à l'Académie médicale de Sofia avant de partir pour la France en 1984 où il s'initie à l'œnologie et au commerce des grands vins français. Globetrotter, il fait ses premiers voyages et à partir de 1992, il développe son travail photographique aux 4 coins du monde. Le Centre culturel d'Ukraine vous invite à venir rencontrer et discuter le 1er février à 19h l'artiste contemporain ukrainien Igor Goussev lors de son exposition intitulée « Amour de précision », expo qui se tiendra jusqu'au 29 février prochain. Organisée par le Muséum d'art moderne d'Odessa et l'ambassade d'Ukraine, vous pourrez plonger dans l'univers et les pensées d'Igor Goussev en abordant les idées du neuromodernisme, mais aussi la méthodologie artistique de l'auteur et le rôle et l'évolution de l'art contemporain et de ses représentants.
Musique et littérature le 1er février à 19h à l'ambassade d'Autriche avec Otto Brusati, auteur, homme de radio et compositeur autrichien. Il donnera une lecture en allemand de la nouvelle Un médecin de campagne, Eiland Darts, accompagné par l'accordéoniste serbe Nikola Djoric, sur des musiques de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Anton Webern, Alban Berg et Gabriel Proy. Réservation par mail à l'adresse suivante rsvp-kf@bmeia.gv.at. Et puis, alors, les films me l'ont demandé. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, le samedi 3 février à 19h, le Centre culturel de Serbie vous invite à découvrir l'exposition Voix unique, une exposition de 14 artistes qui vivent en Serbie ou travaillent sur la relation Serbie-France. On trouvera les œuvres de Andrea Dramichanin, Irena Kovac, Jelena Jelacha, Lola Petrovic, Maja Rakočević, Zvijanov, Milorad Mića-Staščić, Nikola Dimitrovic, Nikola Markovic, Sonia Gajic, Zdravko Joksimovic, Edita Kadiric, Jovana Ilic, Marina Markovic et Mihail Milunovic. Que des talents, allez les voir. Quelles sont les conséquences de la révolution mondialiste? Sommes-nous au bord de la ruine ou de la renaissance? Et ces deux idées sont-elles les deux faces d'une même médaille? Une expo sur les voies de l'art contemporain. C'est jusqu'au 17 février au Centre culturel de Serbie, 123 rue Saint-Martin à Paris, juste en face du Centre Pompidou. Un mot d'opéra avec un duo de chanteurs lyriques slovaques à aller voir dans Don Giovanni de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. C'est le 5 février. La grande soprano slovaque Slavka Zamietnikova interprétera le rôle de Donna Anna et le chanteur basse Peter Kellner donnera ses traits et sa voix au personnage de Leporello. Soliste de l'Opéra d'État de Vienne en Autriche, ils vont enchanter vos oreilles et votre cœur lors de cette soirée unique fêtant le 100e anniversaire de la première venue de l'Opéra de Vienne au Théâtre des Champs-Élysées. Renseignements sur le site du Théâtre des Champs-Élysées. Demain, le 30 janvier à 19h, vous pourrez retrouver Jérôme lors de la soirée littéraire à l'Institut slovaque avec Andrea Salajová, qui était avec nous le 15 janvier dernier. Elle présentera son livre intitulé Slovaquie en présence de l'éditeur Magellan et compagnie. Jérôme lira lors de cette soirée des extraits du livre. Réservation par mail à l'adresse de l'Institut slovaque à Paris, si.paris@mzv.sk. Un excellent livre, je tiens à le dire, qui donne envie aussi d'aller voir ce qui se passe en Slovaquie. C'est une poésie là-bas. Et alors, nous recevons un réalisateur aujourd'hui unique. À chaque fois qu'il fait un film, à chaque fois c'est un chef-d'œuvre et ça évolue encore. J'ai vu son dernier film qui s'appelle Embrasse-moi. C'est ce que j'appellerais une tuerie. Il y a tout. C'est un vrai chef-d'œuvre. Il serait pas là, je le dirais quand même. Il n'a pas besoin de me payer. C'est un truc de fou. Il y a tout dans ce film. Alors, avant de voir justement au moins la bande-annonce d'Embrasse-moi, ce film magnifique, Risto Todorov, retenez bien ce nom. Merci d'être dans Bienvenue à l'Est sur Armada, bienvenue. Franchement, je suis très heureux de te recevoir. Ça faisait très longtemps que je voulais parler de toi. Tu peux me dire pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma ? Bonne question, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je sais pas, je pense que j'avais 12 ans quand j'ai décidé que je voulais faire du cinéma. Et c'était après que j'ai vu un film d'Alfred Hitchcock. Ça s'appelait, comment c'est traduit en français? C'est son dernier film qui est pas très connu. Ça s'appelait quelque chose... La guerre dans la famille, quelque chose comme ça, je me souviens, je n'arrive pas à le traduire en français. Donc c'est un film qui est très intéressant, qui est pas du tout connu, mais en fait il m'a très marqué. Et je me suis dit, mais c'est cool, j'aimerais bien faire aussi des films comme ça. J'avais 12 ans. Et depuis, j'ai toujours envie de faire du cinéma, ça n'a pas changé. J'ai 43 ans, donc ça fait déjà 31 ans. Je reste toujours fidèle à ma passion de... faire du cinéma, au moins, j'essaie de faire du cinéma. Je ne suis pas comme Hitchcock, mais au moins, j'essaie à faire ce que je peux.
31 ans d'envie de cinéma, c'est top, c'est une passion, c'est de l'amour. Oui, c'est ça. Et alors, ton parcours, tu as fait plusieurs films. Oh, mon parcours a passé par plusieurs choses. Donc, on peut dire, parce que j'ai fait des études de cinéma en Bulgarie, ça date déjà, c'était il y a assez longtemps. J'ai fini mes études en 2002 à l'Académie de théâtre et cinéma en Bulgarie. Après la fin de mes études, j'ai fait plein de choses. J'ai tourné encore 2 courts-métrages après la fin de mes études et après j'ai fait une grande pause et je suis retourné vers le court-métrage en 2018, déjà en France, parce que j'habite en France depuis 7 ans. Et j'ai eu de la chance ici à Paris de rencontrer beaucoup de cinéastes et des gens passionnés par le cinéma. J'ai participé à plusieurs on peut dire, workshops de cinéma où on doit faire des films dans le cadre de 3 jours, 2 jours. Et comme ça a repris. J'ai recommencé à faire des courts-métrages et je continue toujours. Et voilà, donc je peux dire vraiment qu'à Paris, j'ai trouvé un milieu qui me correspond bien, où je me sens très à l'aise. J'ai rencontré beaucoup de gens, je continue de rencontrer des gens comme moi passionnés de cinéma, et pas juste passionnés, professionnels de cinéma. Et ça me donne envie de continuer. C'est génial. On va voir un florilège, je vais arriver à le dire, un florilège de tes films avec une sorte de, on va appeler ça une bande démo de réalisateurs. Pensez à faire des bandes démo parce que c'est super important, y compris quand vous êtes réalisateur. On se retrouve tout de suite après. Attention les yeux, il y en a pour tout le monde. Bordel. Putain, mais y a personne, quoi. Hé hey Oh, c'est toi. Putain. Oh, bordel, y a personne et fait ça. Putain, je suis quand même contente de te voir. Y a plus personne, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Wow, la Tour Eiffel. Could I, It's amazing. Mais vous êtes qui, mademoiselle? I'm Jane, Madame Legrand. I booked a room in your apartment for 3 days. At the website, Sharon Rooms. Chambre à partager. Je sais pas quoi faire, je me sens super bizarre. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Là, ça fait mal, c'est dur. Je me sens super serré. Ça pousse. Écoute, il reste peu de temps jusqu'au petit matin. C'est peut-être la seule chance dans ta vie d'avoir du sexe. Alors, c'est maintenant ou jamais. Go! Jean, ça va? Tu parles avec qui? Tiens, n'oublie pas ton livre. Je t'ai écrit un petit mot à l'intérieur. Cher Alex, merci pour tout. Sois heureux. Merci Philippe. Tu dois y aller. Amuse-toi bien. Bonne fête, t'es où? Hristo Todorov, est-ce que c'est la bonne fée? Eh ben, on va avoir la réponse d'ici peu. Le petit contrat, prix du public au festival du film d'Enkarzin en Espagne. S'il vous plaît, Jane, prix du jury au festival Maz Movie Show de Mazingarbe en France. Je ne citerai pas tous les prix que tes films ont reçus. En tout cas, voilà. C'est... franchement, il y a une couleur. Alors, on a remarqué dans tes films que tu aimes bien Paris, que tu aimes montrer Paris. C'est incroyable. T'es tombé amoureux de cette ville?
On peut dire comme ça. Je suis tombé amoureux de Paris encore avant de le connaître parce que j'ai grandi dans une famille francophone, dans une famille de professeurs de français. Donc je me souviens quand j'étais petit, on avait un album des cartes postales de Paris parce que mes parents, en tant que professeurs de français, encore à l'époque, dans les années 70 et 80, ils avaient la possibilité de venir quelquefois en France pour des échanges des universités. Et donc, ils avaient fait, c'était surtout mon père qui avait fait un album avec des cartes postales de Paris. Donc, je me souviens quand j'étais petit, je regardais plusieurs fois ces cartes postales et j'imaginais que j'ai rêvé un jour d'aller à Paris. Quand on rêve de quelque chose, finalement, ça devient la réalité un jour. Ah bah, bien sûr. Tu as un quartier préféré dans Paris ou... Oui, je pense que le quartier latin. Le quartier latin. Le quartier latin. Parce que quand je suis venu pour la première fois à Paris en 2010, j'ai... Dans le public, Mélissa est contente. J'ai rendu visite à un ami qui habitait dans le quartier latin à Place Monge, dans une petite chambre de bonne parce qu'il faisait des études à Paris. Donc, je me suis installé chez lui. Quand j'ai posé ma valise, il n'y a plus d'espace dans cette chambre de bonne. Moi, lui et la valise. Et voilà. Mais comme c'est la première chose que j'ai vue de Paris, c'était Place Monge, le quartier latin, la rue Mouffetard. Et voilà, ça m'a marqué pour toujours. Donc, c'était la première image de Paris. Oh là là, c'est incroyable. Et d'ailleurs, rue Mouffetard, tu y es retourné dimanche. Oui. Parce qu'il y a eu la projection d'Embrasse-moi. Oui, c'était la deuxième déjà projection d'Embrasse-moi. La première, c'était au cinéma Christine, jeudi. Et la deuxième, à la rue Mouffetard, au cinéma à l'Épée du Bois. Les deux dans le cadre de projections de courts-métrages. Ouais. C'est comme quoi, tu vois, l'histoire, elle se retourne. Hein. Absolument. Ça suit. Il n'y a rien qui se passe par hasard dans la vie. Ouais. Ça, je suis déjà sûr. Comment dirais-je? Alors, du 12 au 14 octobre 2023, tu as été jury au Basilicata International Film Festival dans le sud de l'Italie. Alors, mais tu sais beaucoup de choses sur moi. Franchement, je suis étonné. Et en fait, alors c'est ça qui est bien, c'est que Basilicata, c'est génial parce que vous voyez la botte italienne, il y a le talon et il y a la plante. Et ben, ça se trouve pile poil sur le creux. Et je ne savais pas comment ça s'appelait, figure-toi. Tu m'as appris, moi qui suis d'origine nord-italienne, du coup, je ne connaissais pas cet endroit à côté des Bouilles. Et tu as été jury. Qu'est-ce que ça fait d'être jury d'un festival international? Ça fait... c'est très intéressant. Donc après, à ce festival, on avait, les organisateurs, ils avaient divisé les obligations de membres du jury. Donc moi, je devais choisir le meilleur film dans la catégorie meilleure photographie. Et donc on a regardé plein de films et finalement c'était ma décision pour la meilleure photographie. Et j'ai choisi le film que j'ai préféré parce que il y avait de la jolie image, mais aussi j'aimais l'histoire. Et pour moi, le sujet est aussi important. Ça ne suffit pas juste d'avoir des belles images. Il faut aussi que ça apporte quelque chose. Donc le film m'a très touché parce que c'était une histoire de famille qui était un peu proche de ma famille aussi. Donc je n'ai pas pu résister. J'ai choisi. Non mais c'est vrai, c'est le cinéma, c'est un vrai ça, c'est comme, enfin, Markéta va pas me contredire, c'est d'abord un message, ça montre des choses que nous on pourrait à la rigueur, enfin quand on voit le film Green Border ou entre autres, il y a des films qui font mouche et qui sont vivants et c'est un vrai message à passer. C'est au-delà d'être de l'image, c'est un message. Absolument. Absolument. Il y a aujourd'hui, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont une culture visuelle très, très, très haute, beaucoup plus haute et plus développée qu'il y a 20-30 ans. Donc aujourd'hui, presque tous les films qu'on voit ont une très belle image et de très bons montages, mais juste ça ne suffit pas. Exactement. Il faut du talent en plus. Et alors, ce qu'il y a, c'est que Hristo Todorov en a beaucoup du talent. On va voir la bande-annonce. Non, t'as pas à me donner un chèque ou quelque chose. Je le pense vraiment. J'ai pas d'argent. Non, mais c'est vrai, en plus, je te le dis gratos.
Et franchement, c'est un vrai bonheur de te recevoir. C'est comment dirais-je, on va voir la bande-annonce d'Embrasse-moi. Et je vais vous dire, la bande-annonce, il y a du suspense. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai quelque chose pour toi. Alex, qu'est-ce que tu fous? T'es où? Jojo, t'appelles les pompiers, tu leur dis de venir ici tout de suite. Quoi? Je crois que tu seras le dernier. Oh, ça va, sois pas jaloux. Franck? Ouvre! Franck! Oui, embrasse-moi. Non, putain! Ah! Alex? Alex? T'es toujours là? Embrasse-moi. Embrasse-moi, c'est un film de comédiens. Tom Vallejo, ou Valero, Vallejo. Tom Valero et Cédric Vallejo. Aumont. Vallejo. Cédric Aumont. C'est... Moi, pour ma part, il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a du drame, et c'est un film d'amour. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Comment t'as pensé à faire ce film? Juste la création. D'où ça t'est venu cette idée? Je sais pas. C'est venu tout seul. C'était fin de l'année 2022. J'ai vu un ou deux films qui m'ont inspiré, mais de très loin. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'histoire s'est créée toute seule dans ma tête, que j'ai pas beaucoup participé, pour être honnête. Et après, j'étais pas sûr si c'était intéressant d'écrire un scénario ou pas. J'ai contacté un ami avec qui on avait déjà travaillé ensemble. En fait, c'était le chef opérateur du Petit Contrat. Je lui ai raconté mon idée et je lui ai dit, dis-moi s'il te plaît, est-ce qu'à ton avis, ça pourrait faire un court-métrage ou c'est du n'importe quoi? Il m'a dit, mais oui, bien sûr, ça peut faire un court-métrage. Est-ce que tu as écrit quelque chose? J'ai dit, non, pas pour l'instant, je voulais d'abord parler avec toi. Mais il m'a dit, écris et tu vas voir, ça va marcher. Et c'est quoi son nom? Il s'appelait comment? Mon ami Ali Ibrahim. Ali Ibrahim, qu'on salue. Qui en fait, il est à moitié de Roumanie, à moitié de Syrie. Donc il est aussi connecté avec l'Europe de l'Est. Voilà, et donc oui, Ali m'a donné le pouce d'écrire le scénario. Et après, j'ai écrit. Et après, voilà, très rapidement, on est arrivé au tournage, post-production. Et voilà, janvier 2024, le film est passé déjà 2 fois au cinéma. Eh ben, exactement. Et en plus, il y a une étalonneuse qui a travaillé avec toi et qui s'appelle Axel. Axel Gonay, je crois. Dans ce film, moi, ce que je remarque, c'est que tu embarques le spectateur. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on prend une direction, on se dit on va être axé sur cette direction, et en fait, non, on changement de virage. C'est un Fast and Furious du sentiment. On passe du drame à l'humour. L'humour, il y a du suspense. On se dit qu'est-ce qui va se passer, pourquoi. On se dit oh là là, mon Dieu. Il y a plein. C'est tellement secret. Il faut aller voir ce film quand il va passer près de chez vous, le 25 février par exemple. 25 février, ça sera au cinéma Luminor Hôtel des Villes, dans le Marais. Voilà, Luminor Hôtel de Ville à 20h. À 20h. Allez voir ce film parce que franchement il est magnifique. Comment tu... en plus il n'y a pas que ces deux personnages. Il y a quelqu'un qui parle, on ne le voit jamais. En revanche, qu'est-ce qu'il est présent dans ce film? C'est une voix off. Alors lui il manque pas de piquant, hein. C'est de l'humour en barre. C'est un narrateur? C'est une voix off. Ouais. Mais alors, bonjour le téléphone. Parce qu'à chaque fois, embrasse-moi, oui, mais... bah non. Voilà, y aura-t-il un bisou? Je peux rien dire. Mais alors, et comment il s'appelle la voix off? Parce que... Florian Velasco. Florian Velasco. Il a joué dans Le Petit Contrat, dans mon court-métrage précédent. Et après, je lui ai proposé de faire la voix off. J'avais un peu honte de lui proposer voix off, vu qu'il a joué le rôle principal dans mon film précédent. Il joue quand même dans pas mal de films. Il joue même dans quelques longs métrages, des petits rôles.
Et là, je l'ai appelé pour une voix off. Et il m'a dit, ah oui, bien sûr, je peux le faire. Et après, il m'a envoyé des choix, des versions. Et ben, j'étais mort de rire. J'ai écouté ça chez moi, j'étais mort de rire. J'ai regretté vraiment que je ne pouvais pas mettre tous les enregistrements parce que tout était génial, franchement. Non, mais c'est vrai qu'il jongle avec les mots parce que le peu que t'es mis dans ce film, la salle, elle explose. Non, en plus, il a réécrit le texte parce que moi, je lui ai envoyé un texte, il a complètement changé. C'est de la magie, quoi. Enfin, c'est Florian, je l'adore. Ah ben, faut le garder, faut le garder. Comment dirais-je alors, bien sûr, après le film, donc Embrasse-moi, il va donc là, il va être diffusé. Je pense qu'il va aller il a fait déjà dans les festivals ou... Pas encore, parce que j'ai commencé début janvier de l'envoyer au festival. Et là, pour l'instant, j'attends les réponses. J'espère que prochainement, il sera sélectionné pour des festivals. Enfin, moi, je l'ai découvert au Kino Paname, enfin Kino Pop Paname. Kino Pop, oui. Je vous invite à suivre ce festival parce qu'il fait travailler les réalisateurs et les comédiens. Le but, c'est, tu fais un film en 2 mois, c'est ça? Oui, voire beaucoup moins. Oui, il y a des défis quand tu dois faire un film de 2 mois. Ouais. Après, avant, c'était encore plus intéressant quand j'ai participé plusieurs fois au Kino, quand on devait faire un film à 2 jours. En 2 jours. Oui, ça, c'était impressionnant. C'était 48, le projet 48 non, c'est autre chose, mais c'est assez proche de 48 heures. Sauf que 48 heures, c'est un événement compétitif et le Kino, non. C'est juste, on fait des films pour s'amuser. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de la qualité. Parce que quand on voit l'équipe du Kino, en fait, ils savent de quoi ils parlent. C'est J'ai très déjà génial. vu sur les réseaux. Ouais. Ça a l'air super intéressant. Ouais. Et ça permet les rencontres. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et je continue. Voilà, donc allez-y, hein, c'est pas de la pub, mais franchement, moi, c'est la première fois de ma vie que je les ai rencontrés jeudi. Franchement, ils valent le coup d'œil. Donc, les projets aujourd'hui, donc du coup, t'as d'autres films qui vont être en préparation derrière Embrasse-moi? Oui, il y a un court-métrage dont le scénario est déjà écrit. Je vais chercher un peu de financement parce que jusqu'à là, je fais que des films autoproduits. Donc, je vais essayer d'avoir un financement. On verra si je vais y arriver. Mais j'ai grand envie de le tourner. Ça s'appelle Après l'incendie. Après l'incendie. Et elle est un peu liée à Notre-Dame. Ah, mais alors là... dans une manière Eh ben, assez... tu nous en diras plus quand il va sortir. Voilà. On te garde la place au show. C'est vachement important. Franchement, si vous si vous voulez faire du cinéma, l'important c'est les rencontres. Faites des rencontres, allez voir les festivals. Je pense au Check-in Film Festival, je pense à Kino Visegrad. Je pense vraiment, il y a plein de richesses et peu importe d'où on vient. La multiplicité des cultures fait que ça apporte une richesse incommensurable au niveau culturel. Hristo Todorov, c'est un réalisateur que j'adore parce que franchement, à chaque fois que je vois un de tes films, je suis scié. Donc franchement, voilà, allez voir ce film Embrasse-moi, c'est le 25 février au Luminor. Tu m'as dit... Oui, dans le cadre de l'événement Les Projets de Greta. Il y aura plusieurs courts-métrages, y compris Embrasse-moi. Ah. C'est un événement mensuel. Ah, ça c'est cool. Je vais vous donner un petit... Merci beaucoup, Hristo Todorov, de nous avoir fait rêver. Juste un truc, je vais juste prendre une petite pause et puis, comment dirais-je, je vais vous dire un petit poème de Victoria Lorange-Krabalova, qui sera avec nous le 12 février prochain. Elle nous parlera de sa poésie, de ses textes et aussi de ses peintures. Et vous allez voir que c'est de la magie ce qu'elle fait. Ça s'appelle « La nuit accouche d'un humain. Sur les réverbères perle la buée rose. Une journée s'est tue. Pourtant, la fontaine de son ne tarit pas. Une autre vie se réveille, s'étire et attaque. Sortent les noctambules, se balancent au-dessus de la poussière, le souffle court. Les graines ne doivent germer qu'au matin. Les âmes mélancoliques suivent le grincement des chauves-souris. Les autres la confondent avec une balançoire rouillée, une brise s'y est assise. Les yeux saignent de maquillage gâché.
Les mains se sont glissées en dehors des poches, collées sur une rambarde d'escalator, sur le pied unique d'un verre, sur les cuisses des amants. Ou pas. Le doux rêveur s'assombrit, enlevé par ses pensées. Il emprunte le manteau du ciel comme excuse. Il naît, dévore, dévoile et meurt. Le bas-ventre en lambeaux, léchant ses plaies, la nuit nous met à l'envers, avant de faire sa lessive. À l'aurore, tout sera oublié. C'est donc Victoria Lorenz-Krabalova qui a publié ce magnifique poème tiré de son recueil Itinéraire des vivants aux éditions Maya. Vous pouvez retrouver tous ces livres magnifiques un peu partout, que ce soit sur le net ou alors dans les très bonnes librairies. On va passer à la météo européenne. Alors, si vous partez le week-end prochain en Europe centrale et orientale, eh bien sachez que le temps sera nuageux, voire couvert sur toute l'Europe centrale et orientale samedi prochain, avec notamment de la neige le matin sur Kiev en Ukraine. Côté température, justement, ça variera de moins 2 degrés à Sofia, moins 1 degré à Bucarest, 1 degré à Kiev, jusqu'à 3 degrés à Vilnius et Riga, 2 degrés à Tallinn et à Minsk. Dans le centre de l'Europe, les températures de la matinée iront de 6 degrés à Zagreb en Croatie jusqu'à 9 degrés à Berlin, 8 degrés à Prague chez nos amis tchèques, en Slovaquie et à Budapest en Hongrie. Notons qu'à Prešov et Košice en Slovaquie, il fera 3 degrés et 4 degrés à Žilina. Vive les pays montagneux. Samedi après-midi, les nuages persisteront sur l'ensemble du continent, hormis à Riga en Lettonie, où le soleil brillera pleinement, tout comme à Bucarest en Roumanie et à Sofia en Bulgarie. Côté température, le mercure restera sensiblement identique à la matinée. 10 degrés à Berlin, 9 degrés à Varsovie, à Prague, à Bratislava, Budapest, Sofia et Bucarest. Un petit 8 degrés à Zagreb. Sur l'est, bien ça ira de 3 degrés à Minsk et Tallinn, 5 degrés à Kiev, 6 degrés à Vilnius et enfin 7 degrés à Riga. Dimanche matin, parfois, il est bon de rester chez soi. Je pense à nos amis allemands et polonais, où la matinée du 4 février se fera sous la pluie. Le reste du continent verra s'imposer les nuages jusqu'à la vallée du Danube. Le long du Danube, en allant vers le sud, eh bien, ce sera un beau soleil. Les températures matinales seront fraîches. On ira de 0 degré à Tallinn en Estonie, à Bucarest en Roumanie. Moins 2 degrés de minimum pour Sofia en Bulgarie. Notons quand même un petit moins 1 degré à Zagreb en Croatie, 2 degrés à Bratislava, 3 degrés à Budapest, 6 degrés à Prague, 7 degrés à Varsovie, le maximum pour Berlin avec 9 degrés et surtout 12 degrés à Belgrade en Serbie. Dimanche après-midi, eh bien, ça restera pluvieux sur toute l'Allemagne et la Pologne et garderont les mêmes températures que le matin. Sur l'est du continent, ce sera nuageux. On ira de 2 degrés à Tallinn en Estonie, 3 degrés à Minsk et à Vilnius, 4 degrés à Riga, 7 degrés à Kiev, 8 degrés à Varsovie, 9 degrés à Prague et Berlin, 11 degrés à Budapest, à Bratislava avec des nuages, il fera 11 degrés avec plein soleil à Zagreb en Croatie. Il y a aussi 11 degrés à Bucarest et à Sofia. Chez nos amis serbes, il fera de 11 à 16 degrés l'après-midi, 13 degrés à Belgrade. Eh bien, on parlerait des heures avec nos invités. Merci beaucoup, Markéta Odušková, directrice du Check-in Film Festival. Je rappelle que le film Green Border d'Agnieszka Holland sera dans les salles à partir du 7 février prochain. Merci beaucoup, Christophe Todorov. On suivra l'actu de ce film à voir absolument. Embrasse-moi. La semaine prochaine, on parlera broderie d'art avec Ekaterina Igorevna. Elle révolutionne la broderie au niveau mondial, et poésie avec Florent Delporte-Tsvetaïev et Emmanuel Saquette qui nous feront mieux connaître la poétesse Marina Tsvetaïeva. Et théâtre avec Isabelle Hurtin pour son livre Les îlots, paru aux éditions du Panthéon, et la compagnie des enfants Torches pour la pièce Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov. Et peut-être un invité surprise. En tout cas, un véritable spectacle sur la scène d'Armada. Merci Gabriel, à lundi. Merci à vous. C'était Bienvenue à l'Est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À 20h, vous retrouvez votre émission 10 Syrie de l'ami Renaud Syrie et ses invités.
l'animatrice de télévision Fabienne Amiac, autrice et présidente de l'association Soleil d'enfance, et la chanteuse Émilie Bonnet. Fabienne Amiac qui chante aussi. On vous souhaite une excellente semaine où que vous soyez sur la planète. À la semaine prochaine. Dans Bienvenue à l'Est. 17h30. En direct. C'est sur Armada. Et ciao.